Notre prochaine escale sera Rio de Janeiro. Rio? Rio? Rio de Janeiro! Brésil! Non. 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 Oui. It's coming up. Ah là là. Voilà, je crois, un film qui est la quintessence de l'esprit français. C'est le genre de film que seuls les Français savent faire. L'Homme d'Oriot, de Philippe de Broca, avec notre bébelle nationale. Et là, on peut dire que ce sont les débuts, quasiment à quelques années près, du bébel bondissant. D'ailleurs, il l'a toujours été, même jusqu'à la fin de sa vie. Quelle dignité dans la maladie et toujours le sourire. Franchement, il était à la hauteur de sa légende. Mais avant de parler de Bébel et de Philippe de Broca, un véritable couple de cinéma, je voudrais commencer par parler de Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac, c'est l'histoire d'un rêve brisé, d'une promesse de cinéma, comme on dit certains journalistes. Elle devient une star avec L'Homme d'Oriot, où elle partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo. Vous savez que c'était la sœur aînée de Catherine Deneuve. Leur papa était lui-même acteur, Maurice d'Orléac, et c'est Françoise qui a commencé à tourner. Françoise garde le nom de son père, elle s'appelle Françoise d'Orléac, et Catherine, quand elle fait du cinéma, prendra, elle, le nom de sa maman et deviendra Catherine Deneuve, alors qu'elle s'appelle en réalité Catherine d'Orléac. Et d'ailleurs, elle a même dit récemment qu'elle regrettait de ne pas avoir gardé son nom d'Orléac. Et c'est vrai que c'est l'histoire d'une grande fracture entre ces deux sœurs. Imaginez que les Demoiselles de Rochefort, dont j'ai parlé au début de cette série, où elles sont réunies toutes les deux, et pour un film mythique pour lequel j'ai une grande admiration, comme beaucoup, en plus il a été tourné juste à côté d'ici à Rochefort, imaginez qu'elle est morte quelques mois plus tard. Le film sort en 1967 et Françoise d'Orléac décède la même année. Françoise d'Orléac, c'était une boulimique du travail, une stakhanoviste des plateaux de tournage. Pensez qu'elle a tourné en 7 ans, de 1960 à 1967, 16 films. Et pas des moindres, elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène. Quand elle tourne avec Philippe de Broca, L'Homme d'Oriot, qui va faire d'elle une star, elle a 21 ans, elle aura 22 ans quand le film sort. Aussitôt après, elle va tourner avec François Truffaut dans La peau douce. Elle tournera ensuite avec Roman Polanski dans Cul-de-sac, avec Roger Vadim. C'est vraiment une comédienne qui a une ascension fulgurante, mais en même temps, est-ce étonnant. Quand on la voit à l'écran, elle crève l'écran. Elle a un visage de cinéma. Il y a des visages que la caméra aime. Chez les grandes stars de cinéma, il y a toujours une relation intime entre elles-mêmes et la caméra. Elles aiment la caméra et la caméra les aime. On entend souvent dire ça de la part de certains réalisateurs. Et il est vrai que Françoise d'Orléac a un visage fait pour le cinéma, un corps fait pour le cinéma, une voix faite pour le cinéma. Et dans L'Homme d'Oriot, elle est magnifique, splendide, d'une drôlerie incroyable, pétillante. C'est Françoise d'Orléac. Et le duo qu'elle forme avec Jean-Paul Belmondo est extraordinaire. C'est un duo de comédie, c'est une comédie d'aventure. Et on pense tout de suite à cette scène connue. Ce pauvre Belmondo est embarqué dans des aventures invraisemblables et suit un peu les coups de tête de sa fiancée, Françoise d'Orléac, qui lui réclame à un moment donné une voiture. Rose avec des étoiles vertes. Quand je vous parlais de Françoise d'Orléac en disant que c'est un destin brisé, ô combien, puisque
sur les dernières années de sa vie. Elle avait même commencé une carrière américaine. Elle fait souvent des allers-retours entre Paris et les États-Unis. Elle y tourne de nombreux films avec des stars américaines, mais qui ne sont pas des grands succès. C'était vraiment quelqu'un qui avait un appétit de réussite et qui avait le talent, les capacités et qui se donnait les moyens d'atteindre cette réussite. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement et en 1967, elle prend l'avion à Nice, elle part de Saint-Tropez, elle vient de déjeuner avec l'actrice Macha Merrick, c'est elle qui le raconte, et en allant à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, accident de voiture et elle meurt sur le coup. C'est un destin. Il y a comme ça des étoiles filantes et on peut dire que Françoise d'Orléac est une très belle étoile filante. Alors je reviens à l'Homme d'Oriot. L'Homme d'Oriot, c'est une comédie d'aventure. Et le roi de la comédie d'aventure, c'était Philippe de Broca, ce réalisateur qui était aussi bondissant que son acteur fétiche Jean-Paul Belmondo. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait chez Philippe de Broca une fascination pour Jean-Paul Belmondo. C'était un peu son double à l'écran. C'était l'homme qu'il aurait voulu être et il lui faisait interpréter à l'écran ce qu'il aurait voulu vivre. Et on retrouve ça assez souvent dans l'histoire du cinéma. C'est exactement le cas entre Jean-Pierre Melville et Alain Delon, une communion d'esprit parfaite qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre. Et plus proche de nous, on a exactement le même phénomène entre Pedro Almodovar et Antonio Banderas, qui pousse les choses très loin, puisque dans un de ses derniers films, Dolor y Gloria, Douleur et gloire, Antonio Banderas incarne Pedro Almodovar lui-même. Il y a une scène où Antonio Banderas Almodovar, dans le film, se retrouve confronté à un personnage qui est lui, et qui, dans le film, est interprété par Leonardo Sbaraglia, qui est un très bon acteur argentin. C'est quand même très intéressant, très troublant, ces histoires, et c'est ce genre d'histoire qui donne justement toute leur richesse et leur profondeur à certains films. D'ailleurs, au passage, Douleur et gloire est un véritable chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Il faut que j'arrête les digressions, je reviens à Jean-Paul Belmondo et Philippe de Broca, ce duo parfait. 2 ans après L'Homme d'Oriot, ils vont retourner à un autre chef-d'œuvre du film d'aventure, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Et là, Jean-Paul Belmondo va se retrouver avec Jean Rochefort et la sculpturale Ursula Andress, avec qui il aura l'aventure que l'on sait. Mais le couple de Broca-Belmondo ne s'en tient pas là, et fort heureusement pour nous, puisqu'il continue, et nous aurons ainsi en 1973 Le Magnifique, qui est quand même un pur chef-d'œuvre de drôlerie, où Belmondo s'en donne à cœur joie, c'est devenu carrément un film culte, et 2 ans plus tard, L'Incorrigible, qui est un peu en dessous, mais qui se laisse regarder, et il y aura un dernier film en 2000, Amazon, qui n'aura pas, évidemment, malheureusement, le temps est passé, le succès des films précédents. Il ne faudrait pas vieillir. L'Homme d'Oriot, c'est une poursuite folle à travers le monde qui part de Paris pour aller jusque dans les profondeurs du Brésil. C'est mené tambour battant. Ça n'arrête pas. Belmondo bondit dans tous les coins. Il y rencontre toutes sortes d'obstacles. Ce film a un rythme incroyable. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de parler des prouesses acrobatiques de Jean-Paul Belmondo. Il y a la fameuse scène où il est poursuivi par des tueurs et il se trouve dans un chantier. La scène a dû être filmée, je crois, à Brasilia, qui était en plein chantier à l'époque, la capitale brésilienne. Et à un moment donné, Jean-Paul Belmondo veut passer d'un immeuble à un autre et emprunte un filin sur lequel est accroché une sorte de godet avec des roues. Tout le monde sait que Belmondo ne se fait pas doubler, sauf que lorsqu'a été tournée cette scène, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça devait se dérouler, mais la scène a été filmée. Et quand vous voyez cette scène, pensez que la mort n'était pas loin, et que là, du coup, c'est pas du cinéma, mais Belmondo a un tel sang-froid et un goût du risque qui fait que, dans ce genre de scène, évidemment, le danger accroît encore le réalisme des choses. Pour faire ça, il fallait s'appeler Jean-Paul Belmondo. Je précise quand même que Jean-Paul Belmondo s'inscrit dans une lignée, ils sont très peu, d'acteurs qui refusaient que les cascadeurs les doublent à l'écran.
Le premier, tout le monde l'a oublié, c'était Roland Toutain avant la guerre. Après la guerre, il y a eu le grand Jean Marais, qui lui prenait tous les risques et qui refusait de se faire doubler parce qu'il disait, moi je ne veux pas que des gens qui sont moins payés que moi prennent plus de risques que moi. Jean Marais, c'était un véritable gentleman. Et donc Jean-Paul Belmondo, c'est le digne successeur de Jean Marais. Ce sont des acteurs uniques, avec un panache extraordinaire. L'Homme d'Oriot, c'est une bande dessinée, c'est Tintin. Et il est amusant de savoir que Steven Spielberg a avoué lui-même s'être très largement inspiré de L'Homme d'Oriot pour réaliser Indiana Jones, en collaboration avec George Lucas. Quand on a un moment de moins, un petit coup de mou, ce genre de film, soit vous le louez ou vous achetez le DVD, mais franchement, ça va aller beaucoup mieux, très rapidement, et sans médicaments. En fait, ce film est un médicament. Voilà, je vous laisse avec Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac. Il n'y a pas que, il y a une pléiade d'acteurs, une distribution impeccable. Je voudrais dire un petit mot de Jean Servet, qui est dans le film, qui est un immense acteur, et aussi de Roger Dumas. Roger Dumas, on l'a tellement vu au cinéma dans des seconds rôles, mais sans second rôle, pas de premier rôle, pas de cinéma. Un acteur fabuleux qu'on voit dans Pouy, bref, je vais la faire courte. Il était aussi le parolier de beaucoup de chansons, et notamment le parolier et l'ami de Sylvie Vartan. Voilà, je vous laisse avec Jean-Paul Belmondo et Françoise d'Orléac et les autres. L'Homme d'Oriot, Philippe de Broca, 1964. Et Bigot, t'as pas vu le bel? Non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique alors particulier? Allez, dépêche-toi. Allez, monte. Oh, si tu savais, si Attends, tu savais, dis donc, oh, les cordes, regarde. les vaches. Oh, non, attends, laisse-moi prendre mon souffle. Oh, je t'ai ramené un petit souvenir. Je te remercie. Oh, si tu savais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens? Petit reflet, tout Paris à traverser. Quelle aventure!